Il est donc vrai. Je garde en quittant la patrie aux profondes douleurs un cœur indifférent, pas de regard aimé, pas d'image chérie, dont mon œil au départ se détache en pleurant. Ainsi partent tous ceux que le désespoir sombre, dans quelque monde à part, pousse à se renfermer, qui voyant l'homme faible et les jours remplis d'ombre, ne se sont pas sentis le courage d'aimer. Pourtant Dieu m'est témoin, j'aurais voulu sur terre rassembler tout mon cœur autour d'un grand amour, joindre à quelque destin mon destin solitaire, me donner sans regret, sans crainte, sans retour. Ainsi ne croyez pas qu'avec indifférence, je contemple s'éteindre au plus beau de mes jours, des bonheurs d'ici-bas la riante espérance, bien que le cœur soit mort, on en souffre toujours. Voilà pour commencer cette émission où nous allons parler du livre Mémoires d'exil édité par l'Aviso de France et que je vous montre. Je vous ai lu un poème, Le Départ, un poème de Louise Ackermann, écrit vers 1860. Josette Guigui, présidente régionale sud de l'Aviso, bonjour et bonjour aux auditeurs de RCN et de Radio Judaïka Strasbourg. Bonjour Alexandre et merci de m'accueillir dans vos studios. Josette Guigui, je vous ai invité pour que vous nous parliez justement de cet ouvrage, cette suite de récits qui va de 1 page à 5 pages, écrite par 50 Viséennes qui racontent une superposition de destins, de petites et de grandes tragédies, d'anecdotes ou de fragments de l'histoire ou de leur histoire personnelle. Professeure de lettres classiques à la retraite, Viséenne depuis 50 ans et adhérente au Consistoire de Marseille, Josette Guigui, vous êtes à l'origine de cet ouvrage. Dites-moi, oui, comment a germé cette idée ? Alors, cette idée, en fait, n'est pas... je ne suis pas la première à avoir eu cette idée. Cette idée est venue d'une initiative de notre vice-présidente nationale, Dominique Leval, qui a assisté à un atelier d'écriture. Et au cours de cet atelier d'écriture, bien entendu, il y avait toujours un épisode autobiographique. Une participante de cet atelier a raconté un texte et elle a eu l'idée de lancer ce projet. Ce projet, elle nous en a fait part le 23 février. Le 25 février, 2021 bien sûr, et le 25 février, je donnais mon accord pour participer de façon très active à ce projet. Nous avons bien sûr lancé un message à toutes les Viséennes de façon à ce qu'elles nous disent si elles étaient intéressées. Nous avons eu aussitôt des réponses et nous avons commencé donc à recevoir les premiers textes. Auparavant, bien sûr, une équipe s'était constituée, de façon justement à pouvoir organiser tout ce travail. Nous avons donné des axes aux personnes qui souhaitaient écrire, c'est-à-dire que il y avait 4 axes proposés. On commençait par évoquer le bonheur d'antan, ensuite l'événement qui a déclenché le départ en lui-même, et ensuite l'exil. Alors, et c'est autour de ces 4 axes que se sont construits les différents récits. Alors, Josette Guigui, en 4e de couverture, on peut lire « Ce livre a été écrit avec le cœur ». Pour les futures générations, pour qu'elles comprennent ce que leurs parents encore jeunes ont vécu et quel était leur monde d'avant. Combien de temps cela vous a mis pour rassembler justement ces 50 témoignages ? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Nous avons commencé à recevoir le 12 mars les premiers textes et c'est en novembre 2021, donc, que nous avons pu envoyer la maquette définitive à l'agence qui devait évidemment les mettre en page. Donc, vous voyez, de mars à novembre, nous avons reçu les textes. Tous les textes que nous avons reçus ont été validés, c'est-à-dire que nous n'en avons pas rejeté. Par contre, bien sûr, nous avons eu des échanges avec les auteurs, soit parce que certains points méritaient d'être revus parfois au niveau du style, soit parce qu'il fallait raccourcir, parce que nous avons eu parfois des textes un peu trop longs, soit nous avons demandé des précisions historiques parce que certains faits ne nous semblaient peut-être pas tout à fait justes, donc il fallait effectivement les vérifier. Donc il y a eu d'abord ce premier travail.
Ensuite, les textes ont été reproposés à leurs auteurs. Ils ont été validés par leurs auteurs, qui ont rajouté des photos, avec toutes les formalités que cela implique, puisque pour les photos, il faut être sûr, bien sûr, que tout le monde est d'accord de paraître sur ces photos. Et quand tout cela a été fait, eh bien, nous avons envisagé, bien sûr, la composition de l'ouvrage, sachant qu'il y avait donc à demander une préface. Et là, j'ai demandé personnellement à Aldo Naouri de bien vouloir préfacer cet ouvrage. Alors pourquoi lui ? Eh bien parce que j'avais eu l'occasion de le rencontrer lors d'un salon du livre et nous avions évoqué justement nos départs de certains pays et surtout le rôle de nos mères, puisque Aldo Naouri venait d'écrire son livre sur sa mère, et j'avais retrouvé dans ce livre une phrase qui avait été aussi prononcée par ma mère, que je reprends d'ailleurs dans le texte. Et donc, dès qu'on a parlé d'exil, j'ai pensé à lui. Il a accepté spontanément. Et ensuite, j'ai pensé aussi à Stéphane Amar, un journaliste écrivain que j'avais rencontré, que j'avais invité au Salon du Livre de la Ville de Marseille, qui lui a fait, plutôt qu'une préface, une présentation de l'ouvrage avec un titre magnifique, La parenthèse enchantée. Voilà. Josette Guigui. Bon, j'entrevois quand même que les Viséennes peuvent avoir de la pudeur. Alors, est-ce que ça a été facile de convaincre les Viséennes de se livrer, de livrer ce qu'elles avaient en elles ? Eh bien, écoutez, quand nous avons lancé l'appel, nous avons eu des réponses. Et nous n'avons, je dois avouer que, à notre grande surprise, nous n'avons pas eu besoin, entre guillemets, de relancer d'autres auteurs. Elles se sont livrées spontanément avec justement ce désir de transmettre et en même temps aussi un devoir de mémoire. Il est vrai que cela arrivait à un moment où on avait besoin de rappeler quand même qu'il avait existé aussi un exil des pays arabes pour la population juive, et donc c'était un épisode du peuple juif qu'il était bon de raconter. Alors, ces textes, souvent, ont été des premières pour les auteurs, c'est-à-dire que ils n'avaient même pas, je dis ils parce qu'il y a des messieurs aussi, ils n'avaient même pas raconté à leurs enfants. Ce texte a été l'occasion justement de raconter déjà pour ses proches. Moi, je peux dire que personnellement, enfin, il y a un texte de mon mari, et c'est vrai que ce qu'il a écrit dans ce texte n'était connu ni de ses enfants, ni de ses petits-enfants, parce qu'il n'avait jamais voulu en parler. Et c'est en découvrant ce livre que nous avons, qu'elles ont découvert ce texte. Voilà. Par son caractère sincère et brut, les récits ont une portée universelle, quel que soit notre âge et notre origine. Combien de temps vous avez mis pour rassembler tous ces témoignages ? Vous m'avez dit tout à l'heure, grosso modo, c'était sur 6-8 mois à peu près. Entre mars et novembre. Entre mars et novembre, voilà. Au-delà des histoires personnelles, ce livre nous fait entendre la musique de la nostalgie et l'émotion que les souvenirs ravivent. Ils sont palpables à chaque page. Comment vous avez procédé pour recueillir les témoignages ? Est-ce que vous les avez recueillis par écrit ? Ou alors peut-être vous les avez enregistrés sur un dictaphone ? Non, nous n'avons pas enregistré. Les textes nous sont arrivés par mail. J'ai eu un texte manuscrit que j'ai retranscrit et que j'ai renvoyé à son auteur, et j'ai eu une personne qui nous a envoyé que quelques notes et qui ne se sentait pas de rédiger, et donc en l'appelant au téléphone, j'ai pu avec elle développer, et nous avons ensemble rédigé, et elle a validé ce texte. Donc il y a eu un échange, mais il n'y a pas eu les seuls échanges verbaux que nous avons eus, c'était lorsqu'il a fallu revenir sur certains points précis pour dire, bon, à tel endroit vous avez écrit cela, mais est-ce que vous êtes sûr que ça s'est passé comme ça, ou est-ce que vous ne voudriez pas raccourcir tel passage ? Voilà, c'est tout. Mais autrement, les témoignages sont arrivés par mail, tout simplement. Voilà, donc il y a eu simplement un travail de mise en forme, d'adaptation, et puis de cohérence. Voilà, tout à fait. Voilà. D'Algérie, de Libye, de Syrie, d'Iran, du Yémen ou d'Irak, les familles juives ont été spoliées, chassées, n'ont presque rien pu emporter. Elles sont parties parce qu'elles sentaient qu'il n'y avait plus d'avenir dans le pays qui les a vues naître. Mais ces hommes, ces femmes, ces enfants garderont imprimés en leur mémoire les images, les odeurs, les couleurs, les bruits familiers, la musique locale. Josette Guigui, parmi tous les témoignages
Est-ce qu'il y en a un qui vous a plus touché que les autres? Par exemple, je vous donne, moi, il y en a un qui m'a beaucoup touché, c'est le récit de Josiane Kahn qui nous raconte et j'ai mis ça entre guillemets, son Agada de Pessar, c'est-à-dire sa sortie d'Égypte en 1956. Est-ce qu'il y en a? Vous pouvez nous parler d'abord de son Agada, et puis dites-moi ce qui vous a fait vous vibrer. Alors, le texte de Josiane Kahn est effectivement très original puisque elle raconte presque au second degré, puisqu'elle se met à la place de ses parents presque pour raconter cela, et il y a effectivement une façon de le raconter qui ressemble un peu à ce récit de l'exode des Juifs et de ce départ que l'on relit chaque année. Et il est très touchant, effectivement. Personnellement, je ne dirais pas lequel m'a le plus ému parce que tous m'ont ému et je les ai lus et relus tant de fois que finalement ils ont presque été les miens, et je dois avouer que je connais une grande partie des personnes qui ont écrit, et cela m'a permis de comprendre parfois certains comportements, même tant d'années après, ou d'avoir peut-être un peu plus d'empathie pour certaines personnes que j'avais peut-être jugées un peu plus sévèrement. Je crois que pour moi, ça a été une leçon de vie que de lire ces récits. Bien sûr, il y a la mémoire, il y a la transmission, puisque c'était le but au départ, mais je dois rajouter autre chose. Alors, personnellement, c'est que je me suis attachée à chaque auteur et j'ai éprouvé vraiment une empathie pour chacun, et j'ai l'impression de les connaître tous maintenant quand on me parle d'eux. Voilà. Et mon souhait, ce serait de pouvoir les réunir tous pour une grande présentation de l'ouvrage. Cela sera peut-être possible grâce à une personne que je n'ai pas encore nommée, mais que je n'oublie pas de citer. Bien sûr, notre présidente nationale, Diana Paola Lévy, entourée donc de Dominique Leval et Béatrice Cohen, ses vice-présidentes. Et puisque nous sommes quand même sur la chaîne de Cannes, il faudrait que je cite bien sûr Chantal Ziegelman, Yael Whitman et toute leur équipe qui sont aussi très actives et qui vont, je suis persuadée, s'occuper bien activement de la diffusion de cet ouvrage. Absolument, et que nous saluons bien bas. Chacune racontant un pan de sa vie, surtout les bons moments, les familles juives vivaient heureuses, célébrant fêtes religieuses, naissances, brit mila, bar mitzvah, mariage et décès. On imagine aussi, et c'est très bien écrit, la vie de la jeunesse juive dans les années 50-60, belle, insouciante et paradoxalement consciente du danger. Josette Guigui, vous avez voulu retracer, je dirais l'optimisme, l'insouciance qui prévalait juste avant l'exil. Oui, il fallait montrer justement cette vie qui était heureuse. Personne ne s'attendait bien sûr à ce qui allait arriver, et c'est pourquoi j'avais bien prévu un premier axe qui était l'évocation de la vie d'avant, parce que cela peut permettre de comprendre encore plus combien il y a eu de frustration à l'arrivée dans les différentes villes ou les différents pays où ont entre guillemets atterri ces exilés, et justement comprendre aussi combien la vie a été différente pendant les premiers temps, puisqu'il faut bien l'avouer, personne parmi ces textes n'a été accueilli à bras ouverts dans le lieu où elles ont décidé, où ces personnes ont décidé de s'exiler. Voilà. Donc il fallait bien montrer cette différence et en même temps cette souffrance, mais cette souffrance qui n'a pas entraîné d'aigreur, parce que comme vous avez dû peut-être le constater, il n'y a pas d'aigreur dans les textes. Les gens ont finalement accepté après cette situation, malgré les difficultés. Ils ont tous réussi à avoir une vie heureuse à nouveau sur le sol qui les a accueillis, et bien sûr en espérant qu'il n'y ait jamais plus d'autres obligations de s'exiler. Voilà. Le lapsus était malvenu. Ce déchirement de quitter l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte ou le Liban, ou tout autre pays arabo-musulman, tant de drames y sont décrits, de tragédies familiales et de chagrins. Page 40, Nelly Benatar écrit ce qui résumerait peut-être assez bien les différents témoignages. On reculait le départ. Et on a pris la décision au dernier moment. On remettait toujours au lendemain le départ. Pourtant,
Tout était prêt. On était dans le déni. Josette Guigui, c'est un petit peu ce que vous avez vécu aussi, vous ? Non, alors moi, par contre, la décision du départ a été très, très, très rapide. Comme je le raconte dans mon texte, mon père, lui, a eu une vie assez particulière, puisqu'il a d'abord quitté Marseille au moment des persécutions nazies. Il a pu se réfugier en Tunisie, et dès qu'il y a eu l'incident que je raconte, il a pris une décision, mais très brutale. Ça s'est décidé vraiment en quelques semaines, et très rapidement nous avons quitté la Tunisie. Nous étions d'ailleurs parmi les premiers qui ont quitté la Tunisie, puisque j'ai quitté la Tunisie en 1955, avant même l'indépendance, et nous avons été un peu des pionniers, puisqu'après nous avons accueilli les familles qui arrivaient sur Marseille, et nous avons été parmi ceux qui les ont reçus. Voilà. Du jour au lendemain, certains partent avec une valise, un baluchon. D'autres, plus prévoyants, qui sentaient le vent tourner, avaient inconsciemment peut-être anticipé un départ en achetant un appartement en métropole pour les vacances, et avaient envoyé un peu en avance, avant le début des événements, je l'ai mis entre guillemets, leurs mamans, leurs enfants. Josette Guigui, par quels moyens vous êtes parti ? Vous êtes parti en bateau, en avion ? Quand vous avez quitté la Tunisie ? En bateau. Ça a été long ? En bateau, sur le bateau qui s'appelait le Quai Rouen. Et ça a été long ? Je crois que c'était une journée. C'était un bateau rapide alors. J'étais assez jeune. Je pense qu'on a passé 24 heures dans le bateau. Oui. À vérifier, hein ? Parce que je pense que à vérifier, mais je pense que c'était 24 heures. Mais à vérifier, je n'ai pas du tout la notion du temps. J'ai l'image du départ, j'ai l'image de l'arrivée, mais par contre, la traversée, c'est le trou noir. Je n'ai aucun souvenir de la traversée. Voilà, c'est pour ça que malheureusement, je n'ai personne pour me raconter. Je n'ai plus mes parents. Je n'ai pas l'occasion donc d'en parler avec eux. Et mes sœurs étaient beaucoup, beaucoup plus jeunes que moi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre le départ de Tunis et l'arrivée au port de Marseille. Je vois l'image du départ, je vois l'arrivée dans ce port aux bâtiments grisâtres, mais c'est tout. Et je ne vois rien entre les deux. Voilà. Finalement, on se rappelle souvent des bons moments, et puis on exclut les mauvais. Là, c'était les deux mauvais moments. Le départ, c'était la souffrance, et l'arrivée, ça a été le choc. Mais je suppose que la traversée n'a pas dû être quand même un moment très agréable, parce qu'il y avait le chagrin de maman, surtout. Mon père, lui, était pas enthousiaste, mais il était plein d'espérance puisqu'il retrouvait Marseille. Et nous, je sais pas, le bateau, je sais pas. Je n'arrive vraiment pas à me souvenir. Il faudrait peut-être une séance d'hypnose pour revivre ça, mais je ne sais pas. On refoule dans ses arrière-pensées finalement une portion de sa vie. Algérie 1962, l'exil. Les rapatriés arrivent en France. Plusieurs Viséennes décrivent la promiscuité dans de petits appartements où plusieurs familles cohabitent. La recherche d'emploi, le ciel gris, le froid et aussi l'entraide et la solidarité intrafamiliale. Vous avez des souvenirs de ces moments-là, Josette Guigui ? Oui. Faites-nous les partager. L'arrivée... Alors moi, ce qui m'a frappé, à mon arrivée personnelle, à Marseille d'abord, c'est l'ignorance des personnes de la métropole qui pensaient que nous vivions dans des cases, que nous étions vraiment des sauvages. Ça c'était déjà la première impression que j'ai eue quand je suis rentrée en 6e avec mes petites camarades de classe qui avaient l'impression vraiment que je vivais, elles me l'ont dit carrément, tu vivais avec des lions, tu vivais dans des cases, enfin voilà. Bon, à cette époque-là, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas la télévision, on ne parlait pas tellement de ces régions-là. Ça c'était déjà le premier point. Deuxième point, et on le retrouve dans plusieurs textes, les enseignants qui avaient l'impression qu'on arrivait de pays où on ne parlait pas français, où on avait un niveau inférieur. Or, il s'est avéré que, au contraire, le niveau était supérieur. Je l'ai retrouvé dans de nombreux textes que le niveau en Algérie était supérieur à la France. Oui, en Tunisie aussi.
Moi, j'ai tout de suite pris la tête de la classe aussi. J'avais une amie, je n'ai eu au début qu'une amie qui, elle, venait du Maroc. Et effectivement, nous avions l'enseignement français, avec des enseignants français dans des écoles françaises. Et donc, notre niveau était très bon. Et effectivement, ça a commencé à surprendre les enseignants qui, après, ont pris l'habitude. Après, quand sont arrivés les pieds noirs d'Algérie, évidemment, le terrain, entre guillemets, était déblayé. Ils avaient déjà pris conscience quand même de ce qui s'était passé. Voilà. Pour terminer sur une note foncièrement optimiste, page 37, l'histoire de l'ours, émouvante et déroutante. Anne Abbas nous raconte comment elle retrouve et récupère le doudou de son enfance, un ours en peluche, 50 ans après l'avoir perdu. C'est sa sœur qui s'en était emparée. Josette Guigui, pour lire d'autres récits, comment peut-on se procurer cet ouvrage ? Eh bien, évidemment, il y a la possibilité pour Cannes et ses environs, c'est bien sûr au consistoire, enfin auprès de Chantal Wiegelmann et Yael Whitening qui vont assurer la diffusion de cet ouvrage. Sinon, bien sûr, on peut le commander par un lien sur le lien de Viso France, ou me joindre tout simplement. Si vous voulez donner un numéro de téléphone, on peut très bien m'appeler aussi pour me poser la question. Je ne sais pas si c'est possible de donner un numéro de téléphone. On peut donner un numéro, mais on va donner celui du consistoire ici, où on retrouvera les personnes qui vont pouvoir remettre le livre, c'est-à-dire Chantal et puis Janine. Voilà. Alors c'est le 04 93 38 16 54. 04 93 38 16 54. Et peut-être peut-on préciser aussi quand même que cet ouvrage, dont bien sûr l'édition répondait à des critères du travail entre guillemets de la Viso, c'est-à-dire la transmission, le travail de mémoire, c'est aussi la solidarité, puisque les bénéfices de cette vente seront consacrés bien sûr à nos actions en Israël et notamment la sécurisation de la crèche de Beersheva. Voilà, je recevais en ce vendredi matin Josette Guigui, présidente régionale sud de la Viso, professeure de lettres classiques à la retraite, viséenne depuis 50 ans et adhérente au consistoire de Marseille. Et alors pour la petite histoire, si vous parlez justement de mon adhésion au consistoire de Marseille, je voulais vous préciser, parce que j'ai regardé avant de... j'ai le numéro 40, c'est-à-dire que dès que le grand rabbin Citruc avait instauré donc le système des adhésions, mon mari a adhéré, et moi-même donc avec lui, et mon mari a été aussi vice-président du consistoire israélite de Marseille. Voilà. Donc nos liens sont très forts. Et je rajouterai donc pour terminer que vous êtes à l'origine du livre Mémoire d'exil qui a été édité par la Viso. Merci Josette Guigui, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Merci Alexandre de nous aider dans ce projet et à très bientôt à Nice quand je viendrai rencontrer la Viso. Je ne tarderai pas à venir vous rendre visite aussi. Voilà. Ce sera avec un énorme plaisir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.